Après sa carrière politique, il a pris un grand plaisir à faire de la radio pendant 23 ans. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Cournoyer. Bonjour, M. Morin. Quelle sorte de stratégie vous avez utilisée en 1976? Bon, aucune stratégie. Moi, tu sais, la stratégie, là, comment tu veux arriver dans une circonscription électorale que tu ne connais pas avec une stratégie? Les premières affaires que j'ai toujours faites quand il s'agissait de conflits de travail, c'était de connaître les individus qui étaient en face l'un de l'autre et qui étaient en conflit. Je voulais savoir la force de celui-là puis la force de celui-là. Sa capacité de soutenir un conflit, sa capacité de dépenser davantage, puis sa capacité d'accepter ou de ne pas accepter ce que l'autre est en train de faire. Ça, c'est une analyse que tu fais, sa job, ou tu as fait faire par des amis que tu as, qui sont là, qui connaissent, ou tu as fait toi-même en discutant calmement avec des gens en dehors du conflit. Ça, tu fais ton analyse, puis après ça, tu fais ta stratégie. Mais tu arrives dans un comté comme Richelieu, tu as 30 jours pour connaître le comté, tu n'as jamais mis les pieds là pour vrai, et tu découvres ça sur la job, puis les gens voient tout de suite que tu ne les comprendras jamais, parce que tu n'as pas le temps de les comprendre. Alors, ils préfèrent celui qui est déjà là. Je pense que c'était Martel, le pharmacien Martel, qui était péquiste en plus, puis tu fais partie de la vague en même temps. Parce qu'en 1976, je ne suis pas tout seul qui a perdu les élections. Là. Tu sais, on en a mangé une partout. Ouais. Il y a des gens qui se sont fait battre, puis il y avait peut-être des stratégies. Moi, j'en avais pas. Quelle leçon vous avez tirée de cette défaite-là? Bon, c'est que, dans le fond, la démocratie est ainsi faite que quand tu regardes le résultat net, tu dis, ils ont bien fait. Tu dis, écoute, eux autres, là, ils ont un commun dénominateur sur le jugement. Il y a des gens qui vont exercer leur droit de vote. Ils t'aiment la face, ils aiment ce que tu as fait. Ils haïssent ce que tu as fait, ils ne t'aiment pas à face, mais quand tu rencontres le commun dénominateur de, je ne sais pas moi, 25 000 électeurs, ils ne se trompent pas, eux autres. Là. La majorité de ceux-là ne peuvent pas se tromper. Mais vous ne l'associez pas de l'ingratitude des électeurs? Moi, ils m'ont payé pendant que j'étais là. J'ai reçu mon salaire, puis j'ai pas... non, la gratitude... Tu peux toujours demander de la gratitude à quelqu'un pour qui tu fais quelque chose de bien particulier, puis que tu réussis quelque chose de bien particulier. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire dans le comté de Richelieu? J'y étais pas. Dans le comté de Robert Baldwin, il n'avait même pas besoin. Celui qui m'a remplacé, monsieur... voyons, le nom m'échappe. O'Gallagher, je crois. Monsieur O'Gallagher, il a gardé une très bonne majorité, mais il a fait une petite campagne de 15 jours. Il a été nommé 15 jours avant les élections. Mais il y avait le bon parti, puis c'était tout. Mais dans des comtés où c'était plus contesté, il y avait quelqu'un qui voulait avoir la job, puis il faisait partie de cette volonté exprimée par un grand nombre de Québécois à l'époque, alimentée pendant un grand bout de temps d'un espoir de souveraineté. Puis ça, c'est un espoir qui dépasse de beaucoup les autres espoirs qu'on peut avoir, d'avoir un contrat ici, ou donc travailler de telle manière. Tu sais, ça, c'était un rêve qui emportait bien du monde en même temps. Puis il était incarné par une personnalité qui s'appelle René Lévesque. C'est pas le dernier venu sur la Terre, ça, là. Puis cette incarnation-là se retraduisait par des gens d'une compétence reconnaissable puis facilement. Tu sais, Jacques Parizeau, c'est pas non plus le dernier venu. Marois, dans le temps, le jeune Marois, Bernard Landry, c'était tous des gens ça, qui étaient susceptibles de remplir des rôles extraordinairement intéressants pour la population du Québec, surtout pour ceux qui avaient cet espoir-là de souveraineté. Avez-vous eu du mal à vous trouver, ou du temps à vous trouver du travail après votre défaite dans votre domaine des relations de travail? Non, je n'ai plus jamais eu. Non? Non. C'était... parce que quand tu étais absent pendant 6 ans,
Ça a duré 6 ans à peu près mon périple, à part la petite interruption de 6 mois en 1970. Là, il n'y a plus un employeur qui n'a pas remplacé, t'a pas remplacé par des nouveaux qui connaissent leur dossier. Il n'y a pas de bureau d'avocats qui veulent te prendre vraiment parce que, théoriquement, là, tu n'apporteras pas grand-chose. D'abord, ton gouvernement a été battu, puis c'est pas eux autres qui sont au pouvoir, tu ne peux pas leur apporter grand-chose du gouvernement. Ça, c'est une chose pour les bureaux d'avocats. Quant à ma propre profession, je n'avais jamais participé à un bureau d'avocat avant, mais dans ma profession, qu'est-ce que tu veux, j'ai donné des coups de pied dans le derrière avec du monde pendant que je t'amenais du travail, puis ils ne sont pas tous perdus dans le décor. Puis il y a des gens qui avaient la mémoire assez longue, que lorsque moi, je me suis retrouvé à rien faire, j'ai été à peu près pendant 6 mois à absolument rien. Pas un téléphone, rien, 6 mois de temps. Au bout de 6 mois, il y a 2 jeunes hommes qui ont pensé que je pourrais peut-être les aider dans le domaine de l'industrie de la construction. C'est un magasin de bois de BMR à Dorval. Puis eux autres, ils m'ont téléphoné à un moment donné, M. Cournoyer, on avait ça à vous rencontrer. C'était 2 petits jeunes. Ils avaient hérité de la cour à bois de leur père. Fait que j'ai dit, oui, je vais vous rencontrer. C'était le premier téléphone que j'avais. On aimerait ça que vous vendiez du bois pour nous. Il m'a dit, comment est-ce qu'on vend du bois pour vous? Bien, il dit, vous savez, votre nom est là, puis on va utiliser votre nom. Puis, bon, je me suis retrouvé à vendre de la planche. C'était différent de ce que vous aviez fait. Il n'y avait plus rien à faire avec ça. Finalement, peut-être que c'est peut-être prématuré de te le dire, mais finalement, vers la fin le mois de septembre, tu as eu la décision de M. Parizeau de nationaliser l'amiante. Et moi, dans le dernier mille, avant de partir, je pense que c'est dans les derniers jours, quand on était à Sherbrooke, là où Robert avait décidé d'avoir des élections. J'étais à Sherbrooke, donc pas loin de Thetford Mines, puis il y avait des gens de l'amiante qui sont venus me voir le gouvernement, pour savoir si on nationaliserait le trou de l'Asbestos Corporation de Thetford Mines. Moi, je t'ai donné un nom retentissant. J'ai dit, j'achèterai pas un trou. Mais j'étais au pouvoir là, quand j'ai dit ça. C'était au ministère des Richesses naturelles. J'achèterai pas un trou. Ça a insulté pas mal de monde dans le coin. Quand même, j'ai perdu mes élections, le gouvernement a perdu ses élections, puis j'ai pas acheté le trou. Mais quand Jacques Parizeau a annoncé qu'il achetait le trou, ce que j'avais dit a inspiré Mathias Rioux, qui animait une émission de radio à CKVL. Donc, il dit, Cournoyer était contre ça. Lui, Mathias, était pour ça, la nationalisation de l'amiante, particulièrement de la mine d'Asbestos. Mais moi, j'étais contre. Alors, il m'invite à une discussion avec lui à son émission qu'il faisait, je pense, à 5 heures le soir. Mais on va me discuter avec lui, puis la chicane a pris pour vrai. Puis là, les boss, quand ils ont entendu cette chicane-là, ils sont venus, puis ont dit, laissez-les parler, laissez-les faire. L'émission, qui devait durer à peu près 5 minutes, ça a duré une demi-heure. Le lendemain, ils ont dit, M. Cournoyer, vous n'aimez pas ça travailler avec Mathias. Mathias, il faisait une émission tout seul. Il était heureux. Il a dit, bien, OK, on va faire une émission, ça va s'appeler Face à face. C'est là que j'ai commencé ma carrière à la radio. Mais c'est l'amiante qui m'a amené à la radio. Avant ça, l'amiante, j'avais eu des problèmes avec ça. Je me souviens qu'il y avait une manifestation là, des gars de l'amiante. Tu sais, au ministre du Travail, je sais que je n'ai pas fait grand-chose, mais il y a des affaires des fois qui me reviennent à la mémoire. C'est l'amiantose. L'asbestosis en anglais, mais l'amiantose en français. Les cancers qui se développaient à l'occasion du contact avec les fibres d'amiante. Puis je me disais, à l'époque, qu'il y avait une façon de faire en sorte que les employeurs soient raisonnables puis qu'ils arrangent leur affaire dans les usines puis l'ensachement particulier, c'était de les condamner à payer 85 % du salaire des gens qui l'auraient contaminé jusqu'à la fin de leur jour. Pas des amendes. On essayait des amendes. Qu'est-ce que tu veux? Johns Manville, une amende de 500 $ ou de 5 000 $ ou de 50 000, ça ne lui fait rien. Mais le salaire d'un employé à 85 % jusqu'à la fin de ses jours, tu fais attention.
Puis de fait, j'ai passé des amendements, je ne me souviens plus desquels, mais je me souviens que quand les gens étaient venus manifester en face du Parlement au Québec, j'avais été y voir, les gens avaient mis une barrière, la Sûreté du Québec avait mis une barrière, j'avais été y voir à la barrière. Puis là, l'ingratitude là, complète, là, je l'ai eu. Un poche d'amiante sur la tête. Il y a un gars qui est arrivé par en arrière de moi avec une poche d'amiante, puis il me l'a visé sur la tête. Tu sais, je dis, ben, moi, je fais mon devoir. Là. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de vous aider. Puis regarde comment vous faites. Vous nous dites que l'amiante, c'est dangereux pour la santé. Vous m'en sacrez une poche sur la tête. Puis je suis ministre des Richesses naturelles. Ou du stade du travail dans ce temps-là. Tu sais, c'était... tu parlais d'ingratitude tantôt. Celle-là, c'était pire. Parce que si j'avais dit non, jamais, j'achèterais pas le trou, ça c'est une affaire. Mais jamais je toucherais à la loi des accidents de travail, alors que les employeurs étaient d'une négligence épouvantable. Et quand ils sont revenus après, il y en a qui se sont excusés. Là. J'étais à la radio à l'époque, puis j'avais été à Thetford Mines pour une raison ou pour une autre. Puis on m'avait fait visiter la salle d'ensachement. Tu pouvais manger à terre là-dedans, puis un grain de poussière à nulle part. C'était tout à fait propre, puis il y a M. Cournoyer. C'est peut-être à cause de vous. Vous n'avez pas abandonné la politique pour autant à la suite de votre défaite en 1976. Vous avez même posé votre candidature à la succession de ça n'a pas duré longtemps, ça. C'était une passée. Une petite crise de jeunesse. Non, tu sais, tu regardes ce qui s'en vient. Robert est parti aussitôt après les élections. Quand il a perdu les élections, Robert a démissionné tout de suite. Je pense, il me semble que c'est immédiatement à la fin. Oui. Puis là, ben, la campagne à la chefferie est là. Puis, bon, moi, on va essayer ça. Mais tu t'aperçois immédiatement que non, c'était pas fait pour moi. Puis, donc, manque d'appui, évidemment? Mais le manque d'appui, il n'y en a pas eu. Il y avait du monde correct qui fondait quelque espoir. Là. Mais tu sais, à un moment donné, tu regardes ça, puis oui, mais tout ça, là, ça prend bien de l'argent. Puis moi, il n'était pas question que j'emprunte pour faire une campagne à la chefferie ou autrement. Dans les autres élections que j'avais faites, c'est le parti qui s'était organisé avec les dépenses, pas moi. Je n'ai jamais emprunté une scène pour faire ça. Ben, arrangez-vous avec ça, moi, je ne fais pas ça. Je n'ai jamais touché à une caisse électorale, je ne sais pas ce que c'est, moi. Je n'ai jamais collecté moi-même. Il y en a probablement qui l'ont fait en mon nom, ça, c'est correct, mais moi, je n'ai jamais connu ça. Alors, ça veut dire que quand je suis pris tout seul, là, puis je n'ai pas de soutien, on remarque que ceux qui s'agglutinent alentour de toi, il y en a plusieurs là-dedans qui ont des intérêts puis qui sont capables de te fournir l'argent que ça prend. Puis là, tu dis, oui, mais je ne veux pas emprunter. Sauf, non, tu n'empruntes pas. On avance l'argent. Oui, mais c'est qui va vous rembourser? Alors là, tu dis, bon, voilà. Ça ne prend pas de temps que tu découvres que ce n'est pas ta nature. Tu ne peux pas jouer là-dedans. Qu'un jour ou l'autre, il va falloir que tu rembourses une dette. Puis comme tu n'as pas d'argent, tu vas la faire rembourser par quelqu'un d'autre. Puis que je ne blâme pas les gens qui sont au pouvoir, mais tu obtiens le pouvoir avec de l'argent sale, tu vas rester sale le reste de ta journée. Par contre, la politique municipale, ça vous a intéressé au point d'en faire pire encore. Pire encore? C'est-à-dire que, prends la politique municipale en 1978, là, je voulais me prouver à moi-même que les gens que j'avais servis pendant un certain temps, ou pour lesquels j'étais quelqu'un, dans le coin de Dollard-des-Ormeaux, qu'eux autres, ils penseraient que j'étais capable d'administrer leur ville. Puis je me suis présenté à la mairie de Dollard-des-Ormeaux. Mais là, tu sais, c'est des anglophones. C'est 85 anglophones. C'est des gens qui sont... on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas émotifs, ils le sont émotifs. Mais quand ils ont confiance en quelqu'un, ils ont confiance en quelqu'un. Ils avaient confiance en moi, eux autres. C'est moi qui ai quitté le comté de Robert Baldwin. C'est pas eux autres qui m'ont envoyé. J'aurais été élu avec une majorité de 21, 25 000, là. Mais quand j'ai perdu mes élections à Sorel, je me suis dit, bon, bien, OK, le Parti libéral a perdu en même temps que moi. Moi, je le sais que j'ai perdu à cause de moi parce que j'étais à Richelieu, mais je vais tout simplement voir ce que les gens de Dollard-des-Ormeaux peuvent faire pour moi. Ils m'ont élu tout de suite. Puis j'ai été élu maire, puis j'ai resté 4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai dit non,
Je n'ai pas une carrière politique. Je ne veux pas être un carriériste là-dedans. J'ai fait ça. J'ai administré la ville avec bon sens. Puis les gens étaient contents. Mais moi, je dis non. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai prouvé au monde que j'étais capable d'être élu en quelque part sur mon propre chef. Dans les mêmes années, en fait, c'est presque concurremment. Là, vous démarrez une carrière à la radio avec Mathias Rioux. Vous avez aimé cette expérience-là? Extraordinairement. C'était le reste de ma vie, finalement. De ma vie active, c'était à la radio et à la télévision, mais surtout à la radio. Et, pendant 23 ans. 23 ans à la radio, puis quelques années en même temps à la télévision. Mais l'expérience avec Mathias Rioux a été extraordinaire. L'été avec Jean Lapierre aussi. Mais Mathias, c'était différent. Mathias était un type qui était totalement différent de moi, qui avait, disons, des vues politiques tellement différentes des miennes, mais avec une civilité extraordinaire qui a fait que l'émission qu'on a animée tous les deux, elle a pu permettre à une grande partie de la population de passer à travers les débats acrimonieux qu'on a eus, mais parce que nous autres, on les civilisait entre lui et moi. On civilisait le débat sur le même sujet de telle manière que je respectais son opinion puis il respectait la mienne. Et ça a toujours été la marque de commerce de Mathias puis de moi. Puis par la suite, c'était la marque de commerce que j'ai eue avec Jean Lapierre. Puis l'autre avec la dernière époque avec Gérard Larose. C'était cette sorte de respect que j'ai pour la personne qui a une opinion différente de la mienne et puis que je m'attends à ce que le même respect me soit dû quand j'ai une opinion différente de la leur. Qu'est-ce que vous aimiez dans la joute radiophonique, le débat radiophonique? Ce que j'aimais, c'était cette sorte de manière d'informer, plus totale que la manière ordinaire qu'on a du bulletin de nouvelles. Le bulletin de nouvelles, vous dites les choses d'une façon très objective, froidement souvent, puis plutôt froidement qu'autrement, parce que vous livrez un fait et on vous reprocherait de le commenter même de vos yeux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous mettiez d'émotion. Mais ça ne fait pas sortir tous les détails que lorsqu'il y a une discussion animée qui attire le monde en même temps et qui permet au monde de comprendre les deux versions. Et parfois des versions qui ne sont pas nécessairement opposées, mais qui sont de vues différentes avec une approche différente. Alors, quand tu fais ça avec une personne intelligente comme Mathias Rioux, Gérard Larose ou Jean Lapierre, tu ne peux pas ne pas informer la population. C'est sûr qu'il y en a qui ont toujours appelé ça de l'information spectacle. Bon, appelez ça comme vous voulez. Il s'agit juste de savoir si après une émission de radio que vous avez écoutée, qui mettait Mathias puis moi sur le plancher, après ça, en savez-vous plus qu'avant. Oui. C'est la seule chose qu'on veut. Mais comme on a duré, moi, ça fait 23 ans que je fais ça, j'ai toujours été un gars qui énonçait ses opinions le plus clairement possible et le plus raidement possible souvent, mais qui a été écouté, pas toujours entendu, pas toujours... j'ai pas toujours suscité le consensus non plus, mais au moins on m'écoutait. Puis je disais ce que j'avais à dire. Vous avez été maire de l'Art-des-Ormeaux. La ville de Montréal, ça ne vous tentait pas? Pourtant, vous avez été approché. J'ai regardé, mais encore là, c'est l'argent. Tu sais, quand tu penses que pour pouvoir te présenter à la mairie de Montréal, il faut que tu ailles au moins 500 000 $ dans ton coffre. Il faut que tu ramasses 500 000. Comment tu peux faire ça? Il n'y a pas... enfin, tu sais, il faut que tu aies des amis qui sont riches ou qui sont capables de trouver des amis riches. Parce que, tu sais, c'est 500 000. Pensez-y, là, on est tous du monde ordinaire. C'est quoi 500 000 $? Dans ta vie, tu ne peux pas ramasser ça. Mais il faut que tu ramasses ça dans l'espace d'un mois ou 2 mois. Fait là, c'est quoi les engagements que tu es obligé de prendre là, vis-à-vis ceux qui t'avancent ces sommes d'argent-là? C'est sûr qu'il y en a beaucoup de monde qui vont faire ça par patriotisme, par amitié pour toi, oui, mais quand tu n'es pas faite pour ça, là,
ce genre d'opération-là. T'es pas quêteux. Bon, je suis pas quêteux, pas en tout. J'ai toujours vécu sous mon propre pouvoir, puis juste de penser que je vais devoir quelque chose à quelqu'un, puis que je vais faire payer quelqu'un d'autre sur ce que je dois, je suis pas capable. Il y en a qui peuvent, puis je les admire, mais moi, je suis pas capable. En rétrospective, là, vos plus beaux souvenirs en politique? Honnêtement, j'en ai pas pas beaucoup. Vous avez plus de déceptions? Pas nécessairement des déceptions, mais tu sais, j'ai le souvenir d'une période intense, très intensément vécue. Tu sais, c'est une période où on avait besoin de moi, ou qu'on n'avait pas besoin pantoute de moi, mais tu sais, une période de temps où j'avais pas le temps de jouir de quelque satisfaction que ce soit. Tu sais, je peux pas dire que j'ai été le vrai gars qui a réglé tel conflit à tel moment donné, puis que ça m'a donné, pas du prestige personnel, mais une jouissance d'avoir réussi là où les autres n'avaient pas réussi. Je peux pas me souvenir de ça. Tu sais, un conflit n'attendait pas l'autre. Il y en avait 3 ou 4 en même temps qui marchaient. Tu peux pas jouir de ça. Des défaites. Regarde, la politique, j'en ai pas faite. Mais j'ai fait 4 comtés, 4 ou 5, je ne me souviens plus. 4. Saint-Jacques, Chambly, Robert Baldwin, Richelieu. J'ai perdu à Richelieu, j'ai gagné à Baldwin, j'ai perdu dans Saint-Jacques, j'ai gagné dans Chambly. Mais combien d'élections tu penses que j'ai faites? Tu sais que tu gardes les partiels, 2 partiels de suite. Dans l'espace d'1 an, j'ai fait 3 élections. 1 an. Mois d'octobre, dans Saint-Jacques, en avril, puis au mois de février, un petit peu plus qu'1 an. Mois de février dans Chambly. Avril, dans Saint-Jacques, j'ai perdu. Gagné, perdu, perdu. 2 perdus, 2 gagnés. Non, dans Delors, j'ai gagné. Oui, dans Chambly, vous avez gagné aussi. Oui. Des déceptions? Non, je pense que j'ai fait une bonne vie. J'ai pas de déception majeure. Peut-être que la grande déception, c'est peut-être de ne pas avoir réellement fait une marque indélébile là, pendant 5-6 ans, d'avoir juste éteint des feux, puis encore aujourd'hui, d'être appelé le pompier de service. Pas parce que j'aime pas les pompiers, mais c'est pas juste ça que j'aurais dû faire. J'ai juste éteint des feux. Oui. Vous avez trouvé un hobby particulier, celui ça fait plusieurs années que vous faites ça, vous faites un dictionnaire des noms propres. Ouais. Puis vous voulez en faire un ouvrage de référence. C'est quoi exactement? C'est un dictionnaire des noms propres québécois, de lieux comme de personnes. Là, je suis rendu à 27 000 noms là-dedans. Avec une encyclopédie? Oui, c'est encyclopédique pour vrai. Là. D'abord, il est sur Internet. On l'a mis sur Internet de telle manière que... D'abord, il est trop gros maintenant. Il y aurait à peu près 5000 pages actuellement si on le publiait comme en papier. Là. Ouais. Alors, 5000, il n'y a pas un imprimeur qui peut prendre ça. Là, parce que le marché n'est pas suffisamment gros. Fait que pour combler ça, j'ai décidé de le mettre sur Internet. Ça fait à peu près 2 ans qu'on l'a mis sur Internet. Il est sollicité à peu près à 2000 personnes par jour qui viennent cogner à la porte de la mémoire du Québec, ça s'appelle. Et c'est parce que une fois que tu rentres dans ça, tu peux faire le tour de la province. Tu sais, tu as toutes les circonscriptions électorales avec les députés depuis le début de la démocratie au Québec. Tout ce que tu peux voir de personnages en partant de Jacques Cartier, Champlain, Amérique Vespuce, sont tous là. Puis là, de ce temps-ci, je suis en train de rendre hommage en les inscrivant dans le dictionnaire à toutes les filles du roi. Il y en a 700 qui sont venus ici à bord de bateaux, puis qui ont marié des colons qui étaient ici. C'est facile de leur trouver des noms? Tu as juste à écrire le nom. C'est fait comme Wikipédia maintenant. Hein. Tu écris le nom, puis toutes les fois que le nom apparaît, je voyais Morin aujourd'hui, là, pour une raison, parce qu'il y a des petites Morins qui étaient des filles du roi, tu ne le savais pas, mais je te le dis. Et tu sais, des filles du roi sont toutes là. Tu peux prendre la liste, il y en a 700 en liste, mais si tu cherches le nom, mettons, tu vas voir Morin. Là, tu vas voir tous les Morins qui vont apparaître en ligne. Tu cliques sur le nom Morin, puis à l'intérieur du texte, là, tu as un CV de la personne qui est écrite là.
Si elle a gagné un prix du Québec, quand tu arrives, les prix là, qui arrivent, le prix, je sais pas, Tessier, par exemple, tu sais pas ce que c'est. Ils te sortent ça, les prix, puis bon, un tel a gagné tel prix, Albert Tessier. Oh, prix, c'est quoi? Tu crées Tessier, tu vas trouver Albert Tessier, prix de cinéma. Puis là, tu vas voir toute la liste de ceux qui ont gagné ce prix-là, qui est un prix du gouvernement du Québec. Puis il y a des prix de la Société Saint-Jean-Baptiste, il y a des prix de ci, prix de ça. Tous ceux qui ont gagné des prix, les médailles olympiques, les paralympiques, tous ceux, les petits Québécois qui ont gagné ça, leur nom est inscrit là-dedans avec leur dossier. De votre carrière politique, quels sont les faits d'armes dont vous êtes à peu près fier d'avoir réalisé? Vous avez réglé des conflits de travail, finalement? Bien, j'en ai réglé quelques-uns, mais dans le fond, me dit ceux qui étaient les plus coriaces, c'était ceux avec lesquels j'éprouvais beaucoup de sympathie. Ceux-là, je ne les ai pas tous réglés. Mais il y en avait là, pour lesquels j'avais énormément de sympathie. Je vais prendre les gars de la construction, par exemple, indépendamment des Desjardins, tout ça. C'est du monde qui se lève de bonne heure le matin, ça. Ça va travailler des maudites journées. Puis ça travaille dur, puis ça n'a pas d'avenir. Ça change d'employeur 5 fois par année. Et quand il y en a, il n'y a pas de job, ils sont sur le chômage. Ils ont des jobs, ils font de l'argent, mais ça leur coûte de l'impôt comme s'ils travaillaient toute l'année. Ça, c'est beaucoup de sympathie pour les gars de la construction. J'en ai eu aussi pour les policiers de la Sûreté du Québec. Ça, c'en est deux. Puis après ça, je ne me souviens pas de toutes, là, parce que ça fait 40 ans passés. Justement, ça fait longtemps que vous êtes retiré de la politique. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne de vous, mettons, dans votre mémoire du Québec? Pas plus que les autres, parce que j'ai rien fait de plus que les autres qui ont... Comment on peut se comparer, par exemple, à Robert Bourassa, à Jean Lesage, à René Lévesque? Ceux-là, ils ont mérité de la patrie, mais moi, j'ai fait un job comme je devais la faire. Puis, bon, ils m'ont payé, comme je vous l'ai dit, ils m'ont payé pour faire ce job-là. Si j'avais été un passionné, peut-être que j'aurais quelque chose à vous dire. Là, je pourrais pas dire, bien écoute, j'ai réussi telle affaire. Mais je ne suis pas le genre de passionné là, qui puisse dire aujourd'hui, bien écoute, moi, si Robert Bourassa n'avait pas été là, c'est moi qui aurais pris sa place. C'est pas ça, là. C'est pas mon ambition. Puis les hommes politiques que j'ai connus, que j'ai côtoyés, qui ont vraiment laissé quelque chose. Celui-là, par exemple, c'est Claude Castonguay. Tu dis, voici, là, moi, ce que j'ai jamais rien laissé, mais lui, il a laissé l'assurance maladie. Chose d'un gars comme Jérôme Choquette, il a laissé l'aide juridique. Il a laissé des institutions qui n'auraient pas existé, qui n'existeraient pas aujourd'hui si eux autres n'avaient pas pris le collier puis foncé dans des murs très difficiles à traverser à l'époque. Souvenez-vous de l'assurance maladie, quand les médecins avaient tout sacré le camp en Ontario, puis ils protestaient. Aujourd'hui, ils ne seraient pas capables de travailler sans l'assurance maladie. Mais dans ce temps-là, ça ne passait pas aussi facilement. Moi, je me souviens de l'aide juridique, comment les avocats disputaient, parce que c'était leur manne. Je me souviens de la loi de l'assurance de Mme Payette, l'assurance automobile, dont quelqu'un a voulu mettre en question il y a 2 ans. Quand tu vois cette loi-là, autre cette loi-là, il y en a combien qui seraient dans la rue aujourd'hui sans aucune forme de compensation, puis qui seraient encore devant les tribunaux à essayer de collecter des millions de personnes qui n'ont pas de scène. Ces gens-là, comme Lise Payette, ça a laissé sa marque. René Lévesque a laissé sa marque. Robert a laissé sa marque. Mais moi, qu'est-ce que j'ai laissé? C'est de la fumée dans un tas de cendres. C'est tout ce que c'est. Vous êtes peut-être un peu trop modeste. Non. C'est-à-dire essayer de trouver. Moi, j'ai essayé de trouver. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Rien à part d'éteindre des feux. Donc, c'est de la cendre. Merci beaucoup, M. Cournoyer. Ça m'a fait plaisir, M. Morin.